Donc ici, on va s'atteler donc à une nouvelle vidéo concernant la chimie, mais donc la vidéo précédente concernait donc la matière, parce que bon, à chaque fois je vais parler de matière ou de corps, hein, bon, je ne définirai plus la matière ou corps, c'est du censé être connu. Donc, celui qui veut se poser la question qu'est-ce que c'est de la matière, je l'ai expliqué en long et en large. Encore, j'aurais pu être encore plus long parce que je peux encore, je veux dire, développer plus. J'aurais pu développer plus, mais je ne l'ai pas fait parce qu'on peut aller encore plus loin au niveau de la des explications au niveau de la matière. Mais je me suis tenu à quelque chose de compréhensible pour que les vidéos suivantes puissent être, je veux dire, compréhensibles par n'importe quelle personne qui vient visiter donc mes vidéos. Bon, maintenant, cette fois-ci, la seconde vidéo de chimie va concerner euh, euh, comment est-ce qu'on appelle ça? L'électrovalence. L'électrovalence. Mais je vais expliquer l'électrovalence au travers d'un petit laboratoire. Donc, je vais faire un petit laboratoire théorique. C'est-à-dire que bon, je ne vais pas le faire ici parce que je n'ai pas le matériel nécessaire pour faire le laboratoire. Mais on va tenter, je veux dire, de cerner ce qu'est l'électrovalence. Mais avant ça, on va donner une petite explication de l'électrovalence. Parce que dans électrovalence, il y a électro et valence. Bon, en fait, il faut savoir que la plupart, on a parlé de la matière, que la matière était peuvent être composées en molécules. Ces molécules possèdent des atomes et que ces atomes étaient subdivisés en éléments particulaires ou corpusculaires. Voilà, corpusculaires ou particulaires. Et que bon, généralement, la particularité des corpuscules atomiques était qu'il y avait de l'électricité. On trouvait ça sous forme de charge, soit plus, soit moins. Voilà. Sauf bien sûr les neutrons étaient, je veux dire, neutres. Bon, on avait soit une charge plus, soit une charge moins, ou une charge zéro. Donc en fait, la matière est essentiellement, je veux dire, électrique. A une composante fortement électrique, donc une énergie euh, en partie électrique. Oui, parce que s'il y a des forces électriques de Coulomb, hein, fatalement, il y a euh, des travaux électriques qui s'effectuent et donc comment est-ce qu'on appelle ça, des, des énergies nécessaires, des énergies électriques développées. D'échange d'énergie électrique en fait. Voilà. Bon, ce sont faibles énergies, bien sûr, vous l'aurez compris, parce que c'est tout petit en fait. Hein. Bon, donc ici, à quoi sert cette énergie électrique? En gros, c'est pour avoir une attraction de la force de Coulomb. F est égal à Q' sur R carré, où Q est la première charge, hein, et Q' est la seconde charge, et R étant la distance séparant les deux charges. Et donc, quand on a, bien sûr, il y a une constante, hein, qui vaut 1 sur 4 pi epsilon 0, qui vaut 9 fois 10 exposant 9. Voilà. Donc, ça, c'est la constante gamma. Voilà. Donc, il y a bien une force électrostatique, c'est-à-dire qu'ils vont s'attirer d'une certaine manière. Mais en plus de ça, comme ils tournent, on a des forces mécaniques. Donc on a une force électrique, force coulombienne, hein, mais on a des forces, comment je appelle ça, des forces, on a des forces centrifuges et centripètes, et donc des forces mécaniques en présence. Et donc il y a tout un jeu d'équilibre qui fait que les électrons, par exemple si je parle d'électrons, bon, ils ne sont pas, je veux dire, détachés. Il y a, on va dire, un système d'équilibre, comme les planètes sont en équilibre, les planètes sont en équilibre, et bien les électrons sont en équilibre autour du noyau. Voilà, c'est un peu le même schéma. Et c'est les mêmes calculs d'ailleurs. C'est un peu les mêmes calculs. Sauf qu'il y en a un, c'est pas la force. Les planètes, ce sont des forces de gravitation, alors que
Euh, alors que l'autre côté, ce sont des forces électriques. Voilà. Donc ici, si je prends les électrons, euh, il faut d'abord dans électrovalence, il y a électrique, électro, parce qu'il y a électrique ou plutôt électronique, parce que ce sont des petites charges de rien du tout. L'électricité, c'est quand ce sont des plus grosses tensions. Mais ici, c'est électronique parce que on est dans le très petit. Voilà, le très petit. Bon, valence. Voilà, on va définir tout ça. La valence, en fait, c'est la forme de liaison. Enfin, je m'excuse. C'est une force de liaison entre les atomes des éléments. Donc, on a une force de liaison entre les atomes des éléments, et c'est ça la valence. Donc c'est une force, je viens de le dire, électrostatique, de nature électrostatique, puisque c'est la force de Coulomb, et la force de Coulomb est une force de nature électrostatique. Parce que, à défaut, qu'est-ce qui s'oppose aux forces électrostatiques? Ben, c'est les forces électromagnétiques. Bon, on a soit l'électricité peut se subdiviser en deux parties, hein. L'électrostatique, et ce qui n'est pas électrostatique est électromagnétique. Voilà. Voilà la nature des forces électriques. Et généralement, elles ont une composante électromagnétique. Une composante électrostatique et une composante électromagnétique. Elles ont une composante des deux. Des deux. Voilà. Bon, ici, ce ne sont pas des forces électromagnétiques, je le dis tout de suite, bien que dans l'atome, on retrouve des forces électromagnétiques, puisqu'il y a le spin des électrons. Hein. Voilà. Donc, d'ailleurs, les disques durs, c'est un petit peu ça, hein, les disques durs. Comment enregistrer l'information dans les disques durs? Eh bien, c'est par des couches d'épitaxie que j'expliquerai une fois, avec des spins qui maintiennent l'information à 1, 0, 1, 1, 1, et de ce fait-là, hein, répertorier, je veux dire, des informations au niveau des bandes magnétiques d'un disque dur. Voilà. Donc, via la théorie des spins, on peut, je veux dire, c'est une théorie électromagnétique, engranger des informations et les stocker dans un support magnétique. Mais ici, donc vous voyez bien que les spins, c'est de nature atomique, et donc on retrouve du magnétisme dans l'atome, comme on retrouve de l'électrostatique dans l'atome. Et c'est justement ça les forces de liaison interatomiques. Voilà. Donc au départ, cette force électrostatique, qu'est-ce qu'elle va faire? Les atomes au départ, quand je dis au départ atomes naissants, hein, sont électriquement neutres. Voilà. Et ils ne peuvent rester isolés. Ils vont essayer de chercher un équilibre. Voilà, un équilibre. Il y a juste une panoplie d'atomes qui, eux, ne vont pas, je veux dire, chercher à avoir une relation avec d'autres atomes et qui sont considérés comme inertes et qui ne vont pas interagir en faisant, en mettant en branle une force électrostatique avec d'autres atomes. Ce sont les gaz rares. Eux, bon, ils sont inertes. Ils vont pas réagir. Voilà. Ils ont déjà leurs couches qui sont complètes et ils ne cherchent pas à les compléter. Donc, ils sont en équilibre et voilà, voilà. Voilà. Contrairement aux autres atomes qui ne sont pas de la famille des gaz rares, ceux-là, bon, ils ont tendance à vouloir créer, je veux dire, un équilibre électrostatique. Voilà. Donc, les liaisons sont basées sur des équilibres, on va dire, des équilibres électrostatiques de façon à former une liaison et, je veux dire, de former la règle, ce qu'on appelle la règle de l'octet. Bien sûr, la règle de l'octet se fait uniquement sur la couche périphérique, c'est-à-dire la dernière couche qu'on appelle la couche de valence. Et ils essayent d'avoir la configuration pour atteindre la règle de l'octet, c'est-à-dire 8 électrons sur la dernière couche, et ressembler et avoir une configuration ressemblante à celle des gaz rares. Et c'est ça les réactions chimiques. Les réactions chimiques, ce sont des reconfigurations, des affinités chimiques, on va dire, des affinités chimiques, qui fait en sorte que il y a réalisation ou pas donc de cette fameuse loi de l'arrêt de l'octet, donc de liaison chimique et donc de mise en commun d'atomes pour former, je veux dire,
un nouvel élément, voilà, un nouvel élément ou pas. Bien sûr, voilà. Donc l'affinité chimique elle se rassembler pour former des liaisons et donc former des molécules. Bon, alors, les valences. Les valences. On a différents types de valences. Et ici, on va voir justement l'électrovalence au travers d'un laboratoire. Électrovalence. Puisque l'électrovalence, c'est celle qui provoque l'ionisation dans un milieu diélectrique tel que l'eau. On sait bien qu'il y a la théorie d'Arrhenius-Ostwald qui dit que bon, que les substances plongées en solution aqueuse créent des ions. Bon, solution aqueuse, c'est H2O, hein, c'est dans l'H2O. Voilà. Dans solution aqueuse, c'est dans l'H2O. Eh bien, on va avoir une décomposition ionique. Bon, électrovalence, c'est celle-là, c'est celle qui provoque l'ionisation dans le milieu, dans le milieu H2O. On aura l'apparition de charges plus-moins, donc d'ions ou de cations et d'anions. Les anions sont les ions positifs, hein. Les cations sont des ions positifs. Voilà. Donc l'électrovalence, c'est celle qui va créer des charges. Voilà. Contrairement à la covalence, elle ne provoque pas d'ionisation. Voilà. Et là, on n'a pas de charge en présence. On n'a pas de charge plus ni moins. On n'a pas de l'apparition. Dans la covalence, on n'a pas d'apparition de charge. Donc, contrairement à l'électrovalence, on n'a pas ceci. On n'a pas d'apparition de charge. Alors, ici, dans la covalence, qu'est-ce qu'on a? Donc, je vais faire un laboratoire, on va voir l'apparition de charge. Hein. Je vais le faire tout de suite. Mais juste, je vais opposer l'électrovalence à la covalence. Mais la covalence, elle se distingue par la covalence. On a ce qu'on appelle la covalence normale parfaite. J'expliquerai en son temps. La covalence, la covalence parfaite, c'est ce qu'on appelle la non polarisée. Non polarisée. Covalence parfaite, c'est la non. À côté de ça, on a la covalence. Fatalement, s'il y a la non polarisée, il y a la polarisée. Et s'il y a la polarisée, il y a la covalence semi-polaire. Voilà. Et bien sûr, vous aurez compris qu'il y a d'autres covalences, hein, covalence coordinative, dative et coordinative. Voilà. Donc, à l'électrovalence s'oppose la notion de covalence. Et les covalences, il y a différents types de covalence. La non polarisée, la polarisée, la semi-polarisée et la coordinative et dative. Bon. Alors, on va faire ce petit labo pour expliquer, je veux dire, l'électrovalence. Pour ça, on va faire réagir donc une solution acide-base. Acide-base, c'est une réaction acide-base. Bon, on va prendre une base forte, NaOH. NaOH est une base forte. Voilà. On va mettre quelques gouttes de méthylorange ou de l'orange 3, l'oranger 3, on appelle ça de l'oranger 3, ou encore du comment est-ce qu'on appelle ça? Le soleil c'est Hélios, Hélio, et les fleurs, Hélianthine, Hélianthine. Hélios c'est soleil, et Anthos c'est fleurs, donc c'est de l'hélianthine. Alors, l'hélianthine c'est un azote ici, un azote, puis on a normalement on a ça, un azote lié normalement avec encore un azote, de nouveau un benzène, voilà, et là j'espère qu'on voit, et ici on aura
du soufre avec O, O, OH. Et ça, c'est la forme acide du méthyl-orange. C'est la forme acide du méthyl-orange. Ça, c'est du OH. Hein. Voilà. C'est la forme acide du méthyl-orange. Voilà. Alors, combien d'atomes de carbone? Normalement, ici, c'est comme ça. La forme d'un benzène, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 6 carbones ici. Hein. 6 carbones ici. Là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbones. Ici, il y en a 1, 2. Donc, au total, j'en ai 6 et 6, 12. Et 2, 14. La formule, c'est C14. Attention que je répète, il est sous forme acide ici. Hein. Ce méthyl-orange. Il est sous forme acide. Je ne l'ai pas mis sous forme de sel. Je le mettrai après sous forme de sel. Donc, c'est 14. L'hydrogène maintenant. Les hydrogènes. Ici, je sais en mettre. Le carbone peut faire 4 liaisons. Ici, j'en ai 1, 2, 3, 4. Je peux mettre 2 hydrogènes. 3, 4, je peux mettre 2 hydrogènes. 1, 2, 3, 4. Je ne sais plus rien mettre. 1, 2, 3, 4. Je peux en mettre 2. Là, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2. Non, ici, je peux en mettre 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Là, je sais en mettre 3. 3. Ici, j'ai encore un hydrogène ici. Donc, ce qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 6, 4 et 4, 8. Ouais, donc c'est ça. Donc c'est H14. H14 et avec un OH derrière. Voilà. Voilà. Donc c'est C14H14. Il y a bien 14 avec celui-là, ça fait 15. Là, j'ai bien 14 plus 1, ça fait 15. Mais je le mets sous forme de OH ici. Voilà. Alors, l'azote, il y en a combien? 1, 2, 3. Il y a 3 azotes. Alors, les oxygènes, j'en ai déjà placé un sous forme de OH ici. Je vais mettre ici, j'en ai 2, ce qui fait O2. Et un soufre. Voilà. Ça, c'est sous forme acide. C'est le méthyl-orange. Le méthyl-orange sous forme acide. Parce que sous forme de sel, je retire le H ici et je mets Na. Na. Et là, à ce moment-là, si je mets Na ici, là, je l'ai sous forme de sel. Voilà. En retirant l'hydrogène du OH, je mets du Na. Pour avoir... Là, il est sous forme de sel, alors que précédemment, il était sous forme d'acide. Bon, et ça, c'est ce qu'on appelle le méthyl-orange. Bon, et il va virer, bien sûr, c'est pour les dosages au niveau acido-basique. Hein. Donc ici, c'est bien une réaction acido-basique. Donc, on met quelques gouttes de méthyl-orange, et il va virer, bien sûr, du neutre, qui est le jaune, vert, normalement, qu'est-ce qui est neutre? Le jaune, ça. Enfin, le neutre, je sais pas quelle couleur qu'il est quand il est neutre, je sais pas. Mais en tout cas, bon, ici, il est basique. Il est basique. Là, on met les dosages pour essayer d'avoir, bon, là, comment on appelle ça, la basicité. La basicité, donc, il va virer à une couleur, on va dire, vers
le jaune orangé, vers le jaune, mais plutôt orangé. Voilà. On fait la même chose avec l'acide. Bien sûr, NaOH, c'est un acide fort. Hein. On fait la même chose avec l'acide qui est l'acide chlorhydrique, qui est un acide fort. Donc on a une base forte avec un acide fort. Et là, on met toujours le méthylorange aussi. Hein, comme je viens d'expliquer, le méthylorange c'était quoi? Et il va virer là vers le rouge normalement. Rose-rouge. Voilà. Rose-rouge. À partir de quelle couleur, je ne sais pas. Parce que la couleur neutre, je ne sais pas. Je ne demande, c'est pas de. Je ne sais plus. Je ne sais pas quelle couleur que c'est que le neutre. Faudrait que je fasse le labo pour voir le neutre, quelle couleur qui c'est, et il va virer vers le jaune orangé, parce que on aura une base. Et là, quelques gouttes, là il va virer vers le rose rouge, on aura bien un dosage d'acide fort, hein, je veux dire en présence, et là d'une base forte en présence. Bon, alors qu'est-ce qu'on va faire avec l'acide et la base? Ben, on va les mélanger, NaOH plus HCl, et on va le mettre bien sûr hein, dans une solution, hein, NaOH, et là du HCl. Voilà. Bien sûr, dans une solution aqueuse H2O, et dans une solution aqueuse, on a dit qu'on avait une décomposition ionique. Et le but justement du jeu, c'est d'expliquer l'électrovalence. Donc je vais l'expliquer. Donc on aura quoi comme décomposition? Na plus OH moins. Donc Na plus OH moins, plus, ici il va se décomposer en H plus Cl moins. Voilà. Voilà. Donc on aura une décomposition ionique selon la théorie de Arrhenius Ostwald. Bon, mais alors, ici qu'est-ce qu'on va faire? Donc on a la solution du mélange. Là on a mis du NaOH et du HCl dans de l'H2O. Et on a ceci, une décomposition ionique. Maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va chauffer de telle manière à vaporiser l'H2O. Voilà. Donc il ne va plus que rester de l'H2O, comment est-ce qu'on appelle ça? Non conductrice. Voilà. Donc il va rester ceci. Et bien sûr, l'OH- et le H+ vont se combiner pour donner, vous l'aurez compris, de l'H2O. Et par vaporisation, l'H2O va partir et il restera plus que de l'H2O, on va dire, non conductrice. Mais qu'est-ce qui va se passer? Justement, l'astuce de l'électrovalence, c'est que le Na+, et le Cl-, hein, ils vont s'associer. Ils vont s'associer après vaporisation. Bon, si on a vu Lewis, on a vu Lewis. Qu'est-ce qu'ils disent pour le Na? Le Na fait partie de la famille 1, il possède un électron célibataire sur sa dernière couche. Donc, je lui tape un électron célibataire sur sa dernière couche. Voilà. Ensuite, le Cl, il est là. Il possède 3 doublets et un électron célibataire sur sa dernière couche. Et donc, la liaison va se faire hein, de façon à ce que, je veux dire, on a un électron qui va être donné, je veux dire, au Cl, de telle manière à former la liaison NaCl. Mais en fait, c'est pas NaCl qu'il va y avoir. Justement, l'astuce, elle est là. Voilà. Donc, on va dire que le Na hein, va devenir du Na+, plus un électron.
Voilà, il va donner son électron. Alors que le Cl plus un électron va devenir du Cl-, il va capter cet électron-là. Le Na va donner son électron, alors que le Cl va capter cet électron-là. Pour, en définitive, ne pas avoir du NaCl, hein, on n'aura pas du NaCl, mais on aura du Na plus Cl-. Et c'est ça une liaison électrovalente. Voilà, une liaison électrovalente. Ça veut dire, en quelque sorte, le laboratoire, ici, que je viens de faire, pour le résumer, on vient de fabriquer, non pas du NaCl, puisque le NaCl n'existe pas, hein, c'est pas des liaisons covalentes. Donc le NaCl n'existe pas. Mais on vient de créer du chlorure de sodium qui est du Na plus Cl-. Et ça existe. C'est ce qu'on appelle elle existe par une liaison électrovalente. Donc le NaCl n'existe pas. Quand on écrit NaCl, c'est une simplification qui est faite généralement par les gens, mais en fait, écrire NaCl n'est pas bon parce que ça voudrait dire qu'on a une covalence. Or ici, on n'a pas de covalence pour les NaCl puisqu'on a des charges qui vont s'échanger et donc on a ce qu'on appelle l'électrovalence ou en d'autres termes, il y a un autre mot à ça, c'est la liaison ionique. Voilà, c'est une liaison ionique. Et ça, la liaison ionique, en fait, on sait la découvrir facilement. Comment? Eh bien, il suffit d'aller chercher l'électronégativité du sodium et l'électronégativité du chlore et d'en faire la différence Ki2 moins Ki1. Et ça, c'est ce qu'on appelle la différence d'électronégativité, c'est-à-dire delta Ki. Bon, ici, on va regarder après ça. Alors, pour le Na, l'électronégativité, il suffit d'aller voir la légende ici, dans ce tableau aussi, il se trouve juste en dessous de la structure cristalline. Donc il suffit d'aller rechercher le nombre juste en dessous de la structure cristalline. Structure cristalline pour les Na, elle est là. Et donc, c'est un cube en fait. Voilà. Et donc ici on a 0,90. Donc je vais noter Ki1 égale 0,90. Voilà. Bon, l'électronégativité, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est une échelle, je veux dire, il existe différents types d'échelles d'électronégativité. C'est une grandeur qui a été définie artificiellement dans une échelle numérique arbitraire, hein. Et celle-ci, bon, celle qu'on retrouve ici, comment ça s'appelle ça, dans le tableau de Mendeleev ici, dans ce tableau-ci, c'est l'échelle de Pauling. Pauling, bon, voilà. Et elle est basée en fait sur la valeur expérimentale des énergies de liaison et l'électronégativité varie de 0,7 à 4. De 0,7 à 4. Et 4, c'est qui a 4? Qu'est-ce qui a la plus grande électronégativité? En fait, c'est le fluor. Donc c'est un produit que vous lavez tous les jours avec au niveau des dents, c'est le fluor. Parce que dans les produits pour se laver les dents, il y a généralement du fluor. Donc la plus grande électronégativité, c'est 4. Et la plus petite, c'est le francium, 0,65. Donc elle varie de 0,65 à la plus forte électronégativité, qui est le fluor, qui est 4. Francium 0,65 et le fluor 4. Donc on varie de 0,65 à 4. Elle est basée sur les énergies de liaison. Bon, ici on a dit combien le chlore? C'était combien? Le chlore, ça fait 3,15. Donc le chlore a une très forte électronégativité, 3,15. Voilà, et si je fais la différence entre 3,15 et 0,90, ça fait 2,25. Voilà.
Et ça, c'est supérieur à 1,9. Dès le moment où la différence d'électronégativité delta qui est supérieure à 1,9, la liaison est ce qu'on appelle une liaison ionique ou une liaison électrovalente, et donc ça va donner du Na+, Cl-. Il y a attraction des électrons pour l'un et captation des électrons pour l'autre. Voilà. Donc, on peut retrouver ça, par exemple, avec des composants tels que des autres exemples. Ce serait, par exemple, le magnésium. Et je prendrais, par exemple, le magnésium et le chlore. Hein, on aurait ça avec le magnésium et le chlore. Bon, là aussi, on aurait une liaison électrovalente. Si je prends, par exemple, le sodium et l'oxygène, là aussi, j'ai une liaison ionique, une liaison électrovalente. Si je prends, encore une fois, par exemple, l'aluminium et le brome, là aussi je peux avoir une réaction, enfin une liaison ionique ou électrovalente entre les deux atomes. Voilà. Bon, alors maintenant je vais définir un petit peu, comme j'ai vu tout ceci, je vais définir une liaison électrovalente ou une liaison ionique. Par définition, on va dire que l'électrovalence est une liaison chimique. Bon, on a bien vu que c'est une liaison chimique, hein. Voilà, liaison chimique qui résulte de quoi? Ben, vous l'aurez compris, du transfert du premier électron donc de l'atome le moins électronégatif vers l'atome le plus électronégatif. Voilà. Alors, il faut savoir que l'atome donneur et l'atome accepteur réalisent tous les deux l'octet. En effet. Donc, je vais répéter ici, donc, si je prends le NaCl, le Na, bon, c'était le moins électronégatif, hein, alors que lui, le Cl était plus électronégatif. Donc, on va voir un échange d'électrons du moins électronégatif vers le plus électronégatif. Voilà. Et donc, on a maintenant ceci. On a ceci. Et donc, maintenant, on a bien 8 électrons à la règle de l'octet. Vous voyez, si je prends le Na, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et si je prends le Cl, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En d'autres termes, j'aurai le Na comme ceci. Et le Cl comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Vous voyez qu'il y a bien 8 électrons en jeu. Hein. Que ce soit pour le Na ou le Cl, ils sont liés avec une liaison, je veux dire, qui fait qu'on a la règle de l'octet. Mais attention à la différence près que là, il a donné son électron. S'il a donné son électron, le Na est devenu plus et le chlore est devenu moins. Donc c'est bien une liaison électrovalente, une liaison ionique. Voilà. Voilà, donc c'est ça l'électrovalence, c'est ça. C'est quand il y a une liaison spécifique, une liaison chimique spécifique qui résulte du transfert d'un électron. D'office, il faut absolument un transfert d'un électron de l'atome le moins électronégatif, qui est ici dans l'occurrence le Na, vers l'atome le plus électronégatif, qui est ici en l'occurrence le Cl, et ils réalisent tous les deux, je veux dire, la règle de l'octet. On voit bien qu'on a 8 électrons sur leur couche
leurs deux couches faire leurs couches périphériques respectives. Parce qu'ils échangent leur électron. Voilà. Donc ça c'était pour ce qui concernait donc l'explication de l'électrovalence au travers d'un petit laboratoire de chimie. Voilà. Donc on a fait un petit laboratoire, hein, on a mis deux solutions en jeu, le NaOH qui est une base forte, le HL qui est un acide fort, c'est-à-dire qu'on avait une réaction acide-base, on les a mélangés dans une solution aqueuse qui contenait de l'eau. À ce moment-là, il y a une dissociation ionique. L'eau, c'est, je veux dire, on a Na+, on a récupéré Na+, Cl-, voilà, et c'est devenu du Na. On a récupéré du Na+, Cl-, par vaporisation, on a obtenu du Na+, Cl-. Ici, on avait Na+, Cl- dans la réaction, qui est devenu du Na+, Cl-. Voilà. Avec l'H2O qui, lui, il restait plus que de l'H2O, je veux dire, comment on appelle ça, non conductrice, et le restant s'est évaporé. Voilà. J'espère que, bon, vous avez compris cette petite vidéo. Je vous remercie.